vais vous partager mon expérience que j'ai vécue dans le Golfe, plus précisément au Koweït. Il faut dire qu'avant de partir, j'étais directeur d'une société coopérative dans le département de Saint-Fra. Et comme ça, je rêvais aller en Europe un jour pour avoir plus d'argent, parce que je travaillais en son temps, j'étais rémunéré, mais pour moi, le salaire que je gagnais en son temps était petit, donc il fallait partir. Malheureusement pour moi, je tombe sur un réseau des personnes bien organisées, des personnes, je dirais ici, véreuses, qui sont prêts à tout faire pour avoir de l'argent. Et le monsieur va me faire miroiter, il va me présenter certains pays où il a l'habitude de faire partie des gens, et ces personnes s'en sortent très bien dans ces pays. Je quitte pour la première fois ma terre natale, qui est la Côte d'Ivoire. Je me retrouve au Mali en 2015. Et de là-bas, je rentre au Koweït. Tout ce que le monsieur a dit, pendant que j'étais en Côte d'Ivoire, il m'a proposé un salaire de 300 000 francs. Et 5 mois plus tard, je pouvais toucher 500 000 comme salaire définitif. Et 2 ans après, je peux retourner au pays. Donc, il fait la comparaison entre ceux qui vont en Europe et ceux qui vont dans ces pays. En 2 ans, celui qui va dans son réseau devient 2 fois riche par rapport à celui qui va en Europe. J'arrive au Koweït, on me balance dans le désert, et dans le désert, je deviens un homme à tout faire, un esclave. Et le salaire dont il inventait ici, ce n'est que 100 000 francs CFA. Mais là-bas encore, on refuse de me payer parce que je suis un esclave. Et l'arabe, mon patron m'a confirmé qu'il m'a acheté à 450 dinars, voire 800 000 francs CFA. Il fait de moi ce qu'il veut. Et si le jour il n'est pas content de moi, il peut me revendre encore à quelqu'un d'autre pour avoir de l'argent. Dans le cas contraire, il me tue. C'est comme ça, un jour, je travaillais, ils sont venus me menacer. Et ce jour-là, c'était le père à mon employeur qui était à bord de son véhicule et il voulait m'écraser avec son véhicule. Dieu merci, j'ai pris la fuite, je suis allé me cacher derrière un conteneur, mais le monsieur, il était dans tous ses états. Et pendant ce temps, ses enfants, ils étaient dans le désert, ils attendaient à ce que je fasse un mauvais pas, comme ça, c'était ma mort. Vraiment, ça a été dur. En dehors de tout ça, quand je commence le travail de 6 h du matin jusqu'à 2 h, quand je finis, on dit va faire ça. Je cours ici, dans le désert, je n'avais pas de repos, je n'avais pas de congé. Donc voici quelqu'un qu'on le promet, le salaire de 500 000, le mois fini, à peine je réclame le salaire, le monsieur me met le pistolet devant moi. Il dit, si tu parles du salaire encore, je te tue. Ça soit la première et la dernière fois que tu me parles du salaire. Un jour, j'étais abaissé, j'étais en train de travailler, j'attends des rafales de pistolet. Et il m'appelle, ta, chaud, on t'a habitué, on t'a mort. Aïe, wow. Il m'appelle et dit, regarde, tu vois les balles, non? Les balles qui traversaient la carrosserie d'un véhicule qui était garé là, et il tirait dessus à bout portant, il m'appelle, il dit, viens voir. Ici, là, c'est moi qui suis le maître. Le jour où tu vas te tromper, me parler du salaire, me parler de quoi que ce soit, je tire sur toi comme ça. Ça va? Allez, va travailler. Va travailler. Chien, guêpe. Il dit, merci, patron. Je travaille. Et heureusement pour moi, je ne suis pas allé seul. On était plusieurs jeunes Ivoiriens. On était tous dans la même condition. Chacun était dans le désert. Et un jour, le frère avec qui on est parti m'appelle. Il dit, mais Ndri, c'est comment de ton côté là-bas? Il dit, c'est pas bon chez moi ici. Il dit, ah, vraiment, ce qu'on apprend là, c'est pas bon, hein? On dit ici, on tue les gens. Que moi-même, je suis dans le désert.
là où je suis, vraiment, c'est compliqué. Mais j'ai créé un groupe d'amis sur WhatsApp et on a commencé à échanger avec la communauté africaine qui sont ici au Koweït. Et à partir de là, les gens ont commencé à expliquer que ce pays-là, beaucoup de crimes, beaucoup de choses se passent. Même nos soeurs qu'on envoie dans les maisons, on les viole, on les maltraite. Elles n'ont pas droit à sortir de leur maison. Quand les gens vont au travail, on ferme la porte et elles sont dedans. Parfois, quand le patron vient, il s'abuse d'elles. Et c'est compliqué ici. Donc, dans le groupe, il y avait l'attaché du protocole centrafricain, M. Mohamed Salih, qui était dans le groupe. Quand il a appris mon histoire, il a dit, dites aux jeunes frères qui est dans le désert que sa vie est en danger parce que ici, personne ne viendra là-bas le faire sortir si ce n'est lui seul. Donc, dites-lui de s'arranger pour quitter les lieux. Sinon, à la louche, ça s'en va là, ils vont le tuer. Donc, dans le groupe, il y a un qui était chauffeur en ville. Il a dit, bon, si c'est comme ça, moi, je vais voler la voiture de mon patron et je vais aller le chercher. Donc, c'est comme ça que nous avons organisé mon départ du désert. Mais je vous dis, là où j'étais, le frère qui devrait venir me chercher, il y avait une distance de 70 km entre eux et nous. Parce que nous, on était dans la zone de l'Irak. Donc, c'est comme ça que, un soir, je lui ai dit que je ne peux plus rester ici et il faut que je parte. J'ai réussi à quitter les lieux, mais c'est facile à dire, mais c'est difficile ce jour-là pour moi. Un pays que tu ne connais pas, tu es en plein désert, et je vous assure qu'en ce moment, il faisait très chaud. Plus de 55 degrés de chaleur. Quand je mets la serviette, je mouille, je dépose sur moi, en espace de 10 minutes, la serviette sèche. Et c'est comme ça, tu es sous le soleil, derrière les chameaux, derrière les moutons. Quand tu arrives, on te dit, fais la cuisine, au moins une douzaine de 15 personnes quittent la ville pour venir manger là-bas. Toute la journée, je prends tout ce temps en train de faire ça. Mais le jour, l'arabe m'a dit, mon patron m'a dit, dis-toi, je t'ai acheté à 450 dinars. Celui qui t'a envoyé ici, là, il t'a pas dit ça? J'ai dit non. Que moi-même, avant de venir, je lui ai donné de l'argent. Il dit, ah, moi aussi, je t'ai payé. Je t'ai acheté, donc, là, tu dois exécuter tout ici. Dieu m'a aidé, j'ai fui. Et si je veux vous expliquer les moindres trucs, des détails, on ne pourra pas quitter ici. Quand j'ai réussi à sortir du désert, les frères m'ont retrouvé quelque part, ils m'ont pris dans les 4x4, et lui, à cette heure, il ne devrait pas rouler. Mais il dit son frère est en train de mourir, il ne peut pas le laisser là-bas mourir. Il a sacrifié aussi sa vie, et ils m'ont fait sortir, il allait me garder. 3 jours après, il y a un autre Ivoirien, père à son âme, qui est mort là-bas, qui m'a appelé et dit, jeune frère, trouve-moi dans tel coin. Et je prends un taxi. Je n'avais plus de papier, hein. Mon passeport, quand tu arrives, la première des choses, on bloque ton passeport. Carte de séjour, tout avec eux. Comme ça, s'ils te maltraitent et que tu fuis, tu deviens un homme sans papier. Et je me retrouve dans une condition maintenant sans papier. Je vivais dans la clandestinité. Et je travaillais malgré tout. Et à la veille où on devrait nous payer, je viens du boulot, la police me prend. Où sont tes pièces? Il dit, ça se trouve avec mon patron. Il dit, bon, pour le moment, allons en prison. Donc, on était nombreux. Ils sont allés nous déposer dans une cellule enfermée. Et j'étais là, les jours passent. Je ne savais pas quoi faire. Il y a un Égyptien m'a dit, si tu ne fais pas attention, tu vas rester ici. Tu n'as aucun papier sur toi. Ton identité, là, les gens là, ils ne vont même pas s'occuper de toi. Donc, arrange-toi, fais quelque chose, tu vas quitter ici. J'étais là un jour comme ça, l'idée m'est venue en tête de parler avec un policier. Et j'ai mis ma tête dans les grilles, un policier de passage, je l'appelle et dit, je veux vous voir. Et il est venu, il m'a dit, tu as quel problème? J'ai expliqué tous les déboires, tout ce que j'ai traversé dans le désert. Il m'a dit, tiens, si je te fais sortir ici, est-ce que tu peux aller travailler encore au désert? Il dit non, que je ne peux pas.
là où je suis arrivé, j'ai prié Dieu pour pouvoir retourner dans mon pays. Il dit, ton pays, c'est ouf. Il dit, Côte d'Ivoire, il dit, lui, il ne connaît pas Côte d'Ivoire. Il dit, Sarhaj. Il dit, Sarhaj, on a malou. Lui, il ne connaît pas Côte d'Ivoire. Il dit, mais vous connaissez Drogba? Il a dit, Drogba? Il dit, Aïwa? Anta, Bilal, Sawa, Drogba? Vous venez de même pays? Il dit, oui. Il dit, Kalas, Mafi Mouské. Il dit, je vais régler ton problème. Donc, c'est à partir de là, le nom de Drogba, qui devient un magie ou, je ne sais pas, magie ou c'est un sésame pour moi. Et ils vont me faire sortir pour la première fois de la cellule. Et ils vont m'aider sans papier, sans rien. J'ai donné le nom de mon pays, mon âge, tout et tout. Ils ont rempli les papiers. Et ils m'ont envoyé dans une autre cellule. C'est là-bas que j'ai vu un Ivoirien qui m'a donné le numéro de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Et à travers un Malien un jour, on n'avait pas droit au téléphone, on ne pouvait pas communiquer, même avec nos parents. Un Malien, lui, il avait un téléphone caché sur lui, il prenait pour faire cabine à l'intérieur. Il m'a dit, Côte d'Ivoire, le jour où j'ai eu une unité, je vais t'aider. Donc un jour, j'étais là, il m'appelle Côte d'Ivoire, viens, va te cacher. J'étais dans les toilettes et puis j'ai causé avec le secrétaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Et ils ont fait le laisser passer. Ils sont allés déposer au Koweït, dans la prison où on était. Et un jour, j'ai commencé à prier, je dis, je vais partir, je suis fatigué, je n'avais pas de nouvelles. Mes parents, eux aussi, pareil. Donc, un dimanche matin, on m'appelle, on dit, Drogba, Safa, tu voyages aujourd'hui. Et j'arrive en avril, en Côte d'Ivoire, en 2016, je me suis dit, ben, si je m'étais... Les mêmes personnes sont encore là, en Côte d'Ivoire. Les réseaux existent. Ils vont toujours faire partie des gens comme moi, par l'ignorance, et ils vont aller mourir, ils vont aller les violer, ils vont aller faire du n'importe quoi avec ces personnes. C'est ainsi que nous avons créé l'ONG LISAD pour sensibiliser. Et écrit encore, moi-même, mon vécu pour partager avec la jeunesse ivoirienne en particulier et africaine. Chers parents, je suis une victime de la traite. Je suis là ce matin pour vous dire que évitez de faire partie vos enfants dans ces réseaux de voyage qui met la vie de vos enfants en péril. Quand tu es assis et tu dis mon enfant au Koweït, tu ne te demandes pas ce que l'enfant est en train de traverser dans ce pays. Ce que tu sais, envoie de l'argent et on va faire telle dépense. Mais je vous dis que c'est des milliers, des centaines, des milliers de personnes aujourd'hui qui souffrent dans certains pays tels que la Libye, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Koweït, l'Arabie Saoudite, plusieurs pays, j'en passe. Même ceux qui ont réussi à traverser l'eau, où je vous parle, ils sont en Europe, beaucoup ne travaillent pas. Parce qu'ils ne sont pas partis dans de meilleures conditions. Ils ont violé la loi de certains pays pour rentrer sur leur territoire. Donc aujourd'hui, on se sert de ces personnes-là et on les utilise pour travailler, qui ne sont pas bien rémunérés, qui n'ont même pas de conditions normales, qui vivent, je vous dis, dans le désespoir. Et si nous ne faisons pas aujourd'hui attention des enfants qui sont sortis hors du pays, vers la fin, on risque de payer tous les conséquences. Il y a certains qui sont aujourd'hui violés. Plusieurs jeunes. Imaginez-vous, aujourd'hui il retourne au pays. Il va venir apprendre à nos petits frères ce que c'est que... Voilà, vous savez très bien. Aujourd'hui, quand on parle du terrorisme, l'Afrique de l'Ouest est menacée. Demandez-vous d'où on recrute ces jeunes. C'est dans le rang des migrants, désespérés, abandonnés, qui sont dans certains pays. Ils n'ont plus le choix que de rentrer dans ces réseaux. Et aujourd'hui, nous tous, nous allons payer le prix. C'est un danger pour nous. Je vous demande pardon. Si vous voulez faire partie de vos enfants, on ne vous empêche pas. Mais allez-y dans des conditions légales. Mais tout ce qui est illégal, on ferait à la loi et il y a des conséquences. Nous avons payé les conséquences. Je ne souhaite pas que les enfants d'Aboisseau, aujourd'hui, traversent les mêmes conditions que moi. Je suis là pour vous dire, veillez sur vos enfants, aidez vos enfants,
allez à l'école, soutenez-les. Si l'enfant joue au football, qu'il veut partir, quelqu'un vient et dit, vraiment je vais t'aider à aller jouer au ballon parce que voici encore un milieu très sensible. Parce que l'enfant, il a envie de ressembler à Drogba Didier, à Eto'o Fils, et on lui promet le meilleur ailleurs. Or, ces personnes, ce n'est que des personnes véreuses. Quand ils prennent l'argent, ils vont déposer vos enfants au Maroc, Algérie, Tunisie. Après, on lui dit, bon, si tu veux partir en Europe, il faut traverser. C'est dans faut traverser aujourd'hui. On ne connaît plus le nombre de personnes qui sont véritablement tombées dans la mer Méditerranée et dans le désert. Vraiment, veillez sur vous et sur vos enfants.